Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur quelque chose d'un petit peu plus philosophique, mais je pense que ça peut vraiment profondément vous intéresser de commencer à réfléchir avec les arguments que je vais vous donner maintenant. On croit tous savoir profondément ce qu'est la photographie. Enfin, c'est quelque chose qui fait tellement partie de notre quotidien, c'est présent partout, c'est présent sur nos téléphones portables, tout le monde est équipé d'un téléphone portable, tout le monde fait des photos avec un téléphone portable. Un grand nombre de gens font de la photographie avec du matériel photo type réflexe, bridge ou hybride. En fait, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre environnement. Pourtant, je vais vous donner mon avis et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mon avis, c'est que l'essentiel des gens n'ont jamais complètement compris ce qu'était la photographie et surtout, en fait, se sont laissés avoir par une idée qui est véhiculée depuis le 19e siècle et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Alors, vous allez apprendre énormément de choses et je pense que ça peut vous intéresser vraiment énormément. Un petit retour en arrière, vous avez tous dans vos collections d'images des photos qui ont été réalisées pendant des anniversaires, des fêtes, des moments importants de vos vies familiales. Vous avez aussi des photos sur vos cartes d'identité, vos passeports, vos permis de conduire. Et ces photos ont une telle valeur du point de vue légal que on y prétend que vous ressemblez sur votre image et que c'est vous-même qui être présent sur la photo de votre passeport. Si bien que si la photo ne correspond pas aux yeux d'un agent des forces de l'ordre à l'idée ou à ce qu'il voit de vous, il est en capacité de vous demander de sortir du véhicule et éventuellement de vous emprisonner pour usage de faux papiers, par exemple. Pourquoi tout ça ? En fait, c'est une croyance qui date du 19e siècle. Au 19e siècle, j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, au 19e siècle, on était persuadé que la photographie, c'était un outil par lequel on pouvait reproduire le réel. C'est-à-dire, on voit quelque chose, je ne sais pas, moi, une personne, un coucher de soleil, un chien, un réverbère, ce que vous voudrez, et par le biais de l'outil photographique, avec un réglage, bien entendu, on appuie sur le bouton, sur le déclencheur, et paf, on a chopé, on a attrapé ce qui existe à l'extérieur de l'appareil photo, donc à l'extérieur de la caméra obscura, et on le reproduit pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on reproduit le réel. C'est pour ça qu'on emploie des termes, encore aujourd'hui, du type précision photographique. Et donc, par conséquent, dans la tête des gens, la photographie, c'est la vérité, puisque ce qu'on voit apparaît dans la photo, la photographie, c'est la vérité, donc c'est un outil de reproduction du réel, qui postule l'idée que le réel existe en tant que tel. Sauf que le réel, il n'existe pas en tant que tel. Selon l'endroit où vous vous placez, selon votre état de conscience, selon l'éclairement, selon un milliard d'autres facteurs, selon le fait que vous avez fait usage de drogue ou pas, vous voyez le réel de manière différente. Et ça ne veut pas dire que le réel existe hors de vous d'une manière concrète, véritable, absolue. En réalité, et nous le savons, tout ce que nous connaissons du réel, il est fait par le biais de notre culture, de nos connaissances scientifiques et de nos sens. Et nos sens nous donnent des informations qui sont d'ordre sensoriel, pas scientifique. Par exemple, derrière moi, vous voyez le logo du studio B612 qui est en réalité dans une couleur, une espèce de fuchsia, entre fuchsia et rose-tyrien. Vous le voyez en réalité sur l'écran de mon smartphone, vous le voyez violet. En réalité, c'est pas sa vraie couleur. Soit la photo, elle est réalisée par le biais des outils automatiques de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo en mode automatique ou votre smartphone, quand vous prenez une photo sans rien changer au réglage, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la caméra va mesurer la lumière par le biais du posemètre intégré, va faire un calcul par le biais du mode de mesure qui a été choisi, je sais pas moi, spot, pondéré central, matriciel, etc. Alors ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Va comparer ça à une banque d'images qui est présente dans l'appareil, parce qu'en réalité, je sais pas moi, un réflexe Canon, par exemple, il doit y avoir 200 ou 300 000 images. Alors, ce ne sont pas des images au sens des photos représentant les choses, mais c'est des cas de figure. Cas de figure, il y a beaucoup de lumière sur une partie bleue au-dessus de l'image, c'est bleu en dessous, vous photographiez la mer, donc il est très probable que vous soyez en plein soleil. Si vous êtes en plein soleil, il est très probable que vous ayez besoin de voir, comme vous êtes à contre-jour, que vous ayez besoin de voir la qualité des vagues. Donc par conséquent, l'algorithme va calculer de manière à vous donner une image où on voit la partie ombrée des vagues. Bon.
Donc ça veut dire qu'en fait, quelqu'un a décidé à votre place. Celui qui a décidé à votre place, ben, c'est le fabricant, par le biais de ses armées d'ingénieurs, d'informaticiens, etc., qui a décidé que ben, le bon ratio pour rendre compte de la réalité visible dans ce cas de figure, ben, c'était tel réglage, etc. Voilà. Quand vous réglez, alors soit c'est le mode automatique, donc comme je le disais, soit vous réglez par le biais d'un mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui allez décider de la profondeur de champ, de l'ouverture, du temps de pause, etc., par le biais du fait que vous allez utiliser telle longueur focale, que vous allez vous placer à telle distance, que vous allez cadrer de telle manière, que vous allez faire tel réglage, etc., etc. Ça va dépendre aussi de la qualité des optiques, du fait que vous utilisez des filtres ou non, etc., etc. Et donc là, par conséquent, ce que vous allez montrer, eh bien, c'est votre vision, votre interprétation, votre façon de voir les choses qui vous ont conduite à régler votre appareil photo de telle ou telle manière. De la même manière, le fait que vous ayez choisi de vous placer à tel ou tel endroit dans votre cadrage, que vous ayez choisi de décadrer de manière à enlever tel ou tel élément en arrière-plan, que vous ayez choisi de jouer sur la perspective en vous rapprochant et sur l'angle de champ qui vous permet de voir certaines choses ou d'en faire disparaître d'autres, de changer la morphologie de ce que vous voyez, ben, en fait, tout ça, ce sont des choix. Alors, conscient ou non, hein, évidemment, il y a des tas de choses qu'on fait, bon, on le fait parce que ça nous paraît beau, parce que c'est l'habitude de faire comme ça. Mais quand on déconstruit ce savoir et qu'on apprend réellement la photographie, eh bien on se rend compte que ben, tout ça, ça n'est en réalité qu'un choix conscient de création d'images. Voilà. Alors, il y a un autre élément, et ça j'en ai parlé déjà dans des chroniques, mais j'y reviens parce que c'est extrêmement important. Vous publiez une photo de la mer avec l'horizon dans l'image. Et évidemment, vous avez décidé de faire pencher l'horizon, je ne sais pas moi, de 30 degrés, parce que ça vous fait une belle diagonale dans l'image qui vous semble être intéressante. Évidemment, des tas de gens, sur les forums, etc., vont écrire « ça penche ». Ils vont écrire des phrases rigolotes, du type « la mer va se vider ». Alors c'est intéressant, et c'est philosophiquement passionnant. Il est évident que ce que vous montrez, ce n'est pas la mer. C'est une image photographique de la mer. C'est une image, une représentation. C'est exactement la même chose que quand vous êtes dans le métro et que vous regardez les lignes de métro. Vous savez, vous avez toutes les stations et vous avez un trait et toutes les stations sont à équidistance et le trait, il est horizontal. Alors qu'en réalité, le chemin du métro sous Paris, par exemple, il fait des zigzags, il tourne, il y a des angles droits, etc. Et puis, les stations ne sont pas à équidistance, il y a des stations plus éloignées les unes des autres. Donc en fait, c'est une représentation. Alors ça, on pourra en parler de cette idée de la représentation du métro. C'est une idée qui est née à Londres, en réalité. C'est une façon de donner l'impression aux gens qu'en réalité, le temps s'arrête et que tout est déjà organisé. Mais bon, ça, on en reparlera. C'est un sujet passionnant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous regardez le plan du métro dans la rame de métro dans laquelle vous êtes, vous voyez une représentation. Quand vous regardez un plan, vous regardez le plan d'une ville par exemple, vous savez que vous êtes, je sais pas moi, devant la mairie et vous voulez aller, je sais pas quoi, moi, devant le magasin photo qui est situé 4 rues après. Eh bien, vous regardez la carte, vous savez que vous allez devoir marcher, je sais pas moi, 50 mètres, tourner à droite, marcher encore 100 mètres et tourner à gauche. Bon. Ça c'est une représentation, c'est pas la ville. C'est pareil en réalité, quand vous regardez une photo de la mer, vous regardez une représentation de la mer. C'est-à-dire donc une façon absolument subjective de présenter les choses. La ville n'est pas le plan de la ville, le métro n'est pas le plan du métro. La photo de la mer n'est pas la réalité de la mer que vous présentez. Donc, en fait, c'est toujours pareil, si les gens disent ça, évidemment que les gens savent qu'ils ne voient pas la mer en vrai. Mais le fait de dire la mer va se vider, ça signifie qu'ils vont mettre en place l'idée selon laquelle, quel que soit le placement de la tête de l'observateur qui regarde la mer, on voit toujours l'horizon horizontal. Parce que notre cerveau reconstruit la réalité au fur et à mesure que nous la voyons. Donc comme je le disais, quelle que soit votre façon de pencher votre tête d'un côté ou de l'autre, faites l'expérience, vous verrez toujours l'horizon horizontal, parce que votre cerveau voit les choses comme ça. Et donc, comme vous voyez les choses comme ça, vous pensez que c'est comme ça. En réalité, d'abord, l'horizon que vous voyez à la mer, il n'existe pas. Il est lié à la hauteur où vous vous placez. Si vous vous placez plus bas, vous voyez l'horizon à environ 3 km. Si vous vous placez debout, vous le voyez à environ 8 km. Et si vous montez, je ne sais pas, en haut d'un phare, par exemple, vous le voyez à 30-35 km. Donc l'horizon, il n'existe pas. C'est une vision humaine. Et puis par ailleurs, la façon avec laquelle vous allez le voir, elle est liée à
votre conception humaine, la conception humaine, elle fonctionne avec des mots, elle est verbale. Sa vertu, en langage français, c'est d'être horizontale. Et donc, ça vous paraît évident que l'horizon doit être horizontal. Et donc, la réalité est comme ça. Sauf que, à nouveau, comme je le disais en introduction, la photographie, ce n'est pas la réalité. La photographie, c'est une intention d'un artiste qui va vous présenter les choses d'une manière ou d'une autre. Bon, évidemment, toujours en se servant du matériau qu'est la réalité, mais il n'en reste pas moins que c'est une vision d'artiste. Alors, on va revenir à une notion que j'ai déjà abordée aussi, mais j'essaie de faire un petit peu la synthèse de pas mal de choses qui peuvent vraiment vous apprendre à voir les choses différemment. Bon, vous savez, ça a été répété par des millions de gens, et bon, c'est une tautologie, une évidence d'employer ces termes, mais la photographie, c'est d'abord et avant tout un terme qui a été forgé donc au XIXe siècle sur la base du préfixe photos. Photos en grec c'est la lumière, et du suffixe graphein. Graphein en grec ça veut dire écrire. Donc littéralement photographier ça veut dire écrire avec de la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens disent rarement photographie. En général ils disent photo, tu as pris des photos. Ben oui, mais photo c'est juste le préfixe. Lumière. Donc en gros, tu as pris la lumière, tu as pris les choses comme elles sont, en enlevant le mot le plus important qui est graphein. Graphein, c'est le travail humain. C'est ce qui fait que le photographe ne se contente pas d'appuyer sur un bouton pour choper, capturer le réel. Il le fait parce que, en fonction de ses choix de réglage, de placement, enfin je répète pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il va transformer l'impression qu'il va susciter. Et donc, par exemple, je sais pas moi, si vous vous mettez au 8 millième de seconde à f22 sans ISO avec votre appareil photo au bord de la mer, vous allez obtenir une photo absolument noire. Ça ne veut pas dire que la réalité fait qu'il fait nuit. De la même manière, vous vous mettez je sais pas moi, un temps de pause de 15 secondes à f2.8 à je sais pas moi 1000 ISO au bord de la mer, vous avez une photo toute blanche. Pourtant la mer elle est là. Donc en fait tout ça ce sont des choix qui vont vous faire donner l'impression qu'il fait plus jour, plus nuit, que ça penche, etc. Et donc le fait de dire photo et surtout d'employer le terme je prends des photos, en fait c'est consubstantiel à l'idée que j'expliquais au début, c'est-à-dire la photographie, c'est un outil de reproduction du réel. Donc je prends le réel avec une machine qui sert à faire ça, je le chope en 2 dimensions et paf, c'est imprimé sur mon image. Voilà. Tout ça, c'est pas vrai. En fait, voilà, c'est une conception absolument fausse et mal comprise. De la même manière, je vous parlais du fait qu'on prend le réel qui est à l'extérieur de l'appareil photo et on le met dans l'image et donc on va le représenter en 2 dimensions. Hauteur, largeur. 2 dimensions, c'est pas le réel. Le réel, il est, au moins pour ce que nous savons, en 4 dimensions. La longueur, la hauteur, la profondeur et le temps. Parce qu'en réalité, entre toutes ces dimensions, pour aller d'un point A à un point B, il faut du temps. Et ce qui est très intéressant avec la photographie, c'est que nous pouvons représenter le temps. Par exemple, si vous faites une pause longue, par exemple, je sais pas moi, de 2 secondes de quelqu'un qui marche, vous allez avoir une espèce de filet qui va apparaître dans l'image. En fait, vous n'allez pas voir la personne en tant que telle, vous allez voir sa silhouette un peu floue et vous allez décomposer le mouvement de la personne qui a marché. Après, il y a d'autres méthodes, on peut travailler avec plusieurs coups de flèche pour faire apparaître plusieurs fois la personne, mais là, ce qui nous intéresse, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a montré dans la photo? On a montré le temps, c'est-à-dire entre le moment où j'ai déclenché l'appareil photo et le moment où la photo a été terminée, parce que le temps de pause était terminé, en fait, on a montré, on a décrit le déplacement de la personne dans la photo. Et bien de la même manière, malgré le fait que votre image est en 2 dimensions, la 3e dimension, c'est-à-dire la profondeur, elle est présente. Elle va être présente en photographie d'une manière particulière, qui n'est pas la même que celle qui va être la représentation dans la peinture, par exemple, ou dans l'architecture. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque nous représentons la profondeur, nous la représentons avec des instruments d'optique qui sont les lentilles, et nous allons donc avoir un effet sur ce qu'on appelle en photographie la profondeur de champ. La profondeur de champ, vous la connaissez, c'est quand vous faites des photos où l'arrière-plan est flou, par exemple. Voilà, l'arrière-plan flou, c'est une idée photographique, c'est une invention de la photographie. Ça n'existe pas en vrai, le flou. Alors,
Voilà, vous prenez votre doigt ou un stylo, vous le regardez, vous faites la mise au point de vos yeux dessus, voilà, et puis vous réfléchissez à ce que vous voyez derrière, sans regarder ce qu'il y a derrière. Et si vous regardez avec attention, que vous réfléchissez à ce que vous voyez, vous allez voir que l'arrière-plan, il n'est pas flou, il est mouvant, il est, comment dire, il est la non mise au point de vos yeux, en réalité. Il est plein d'incertitudes et plein de choses. Mais en fait, le flou réel n'existe pas, puisqu'en réalité, quand vous regardez quelque chose, eh bien, c'est net à l'endroit où vous regardez. Et l'humain ne conçoit que ce qu'il regarde. Ce qu'il ne regarde pas, il ne le voit pas. Et s'il ne le voit pas, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas dans sa représentation, bien entendu. En photographie, le mot flou, il a été inventé. Il n'existait pas, on n'employait pas, avant l'invention de la photographie, plus exactement aux alentours de 1860, le mot flou. Alors le mot flou, il existait déjà, on le trouve dans le dictionnaire de l'Académie française de 1835. Alors, la définition du mot flou, c'est terme de peinture qui s'emploie principalement dans la phrase « peindre flou », peindre d'une manière tendre, légère, fondue, par opposition à la manière de peindre dure et sèche. En réalité, on employait un terme au début de la photographie pour désigner ce que nous appelons désormais le flou, on employait le terme de vague, voilà. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas parfaitement distinct. Le terme flou, il a été ensuite mis au jour par la photographie, et puis effectivement, ça permet de bien décrire ce qui se passe de part et d'autre de l'endroit où on a fait la mise au point, a fortiori s'il y a une faible profondeur de champ. Ce terme, c'est un terme forgé, inventé par la photographie, qu'on n'emploie pas avant. Mais pour une raison simple, c'est qu'avant, personne ne s'était posé la question de ce qu'est le flou photographique, pour la simple et bonne raison que la photo n'existait pas. Donc en réalité, et là je vais faire un petit détour, le flou en photographie, c'est une licence poétique. Alors, qu'est-ce que c'est une licence poétique ? La licence poétique, vous la connaissez par exemple au théâtre. Au théâtre, vous avez quelqu'un qui se place au premier plan et qui, parlant au public, va dire, je ne sais pas moi par exemple, « Oh, je ne veux pas qu'il connaisse mon secret ». Voilà. Et sur la scène, un autre acteur qui est situé, je ne sais pas, à 2 ou 3 mètres, fait comme s'il n'avait pas entendu cette phrase, alors que vous, qui êtes situé, je ne sais pas moi, 50 mètres de l'acteur qui vient de parler, vous l'avez entendu. Évidemment, vous savez que l'autre acteur l'a entendu, mais pendant que vous allez regarder cette scène-là, votre cerveau va faire comme si la vérité, la réalité, c'était que l'autre acteur ne l'avait pas entendu, ce qui va faire tout le scénario de l'intrigue. C'est exactement la même chose de quand vous regardez un film, vous êtes en train de trembler pour une héroïne qui est dans une maison en flammes, qui risque de mourir, qui a perdu ses enfants, etc. Vous pleurez, mais au fond de vous, vous savez qu'en réalité c'est un film, c'est-à-dire que en réalité, l'actrice que vous voyez qui vous fait pleurer, elle n'est pas morte. À la fin du tournage, elle rentre chez elle, elle prend une voiture, un métro, un Uber, et puis elle va s'occuper de sa famille. Ses enfants sont pas morts. Enfin, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une licence poétique. C'est-à-dire que pendant le temps où on regarde l'œuvre artistique, on y croit. Eh bien, quand on regarde du flou en photo, on croit que le flou existe en vrai, alors que le flou n'existe pas. Et donc, il y a un terme qui a disparu du langage courant lorsqu'on parle de photographie, et c'est bien dommage. Ce terme, c'est un terme qu'on employait en argentique, lorsqu'on plonge des négatifs dans un bain et qu'on fait apparaître l'image, on transforme l'image latente en image réelle, enfin l'image visible. Et ce terme, c'était le terme révéler, la révélation. Et donc, qu'est-ce que faisait le photographe dans son labo à l'époque ? Il révélait une image. En fait, le travail du photographe, c'est justement de faire ça, de révéler sa vision de la réalité qui sous-tend ce que voient les autres. Et donc d'y mettre beaucoup de lui-même, c'est-à-dire de montrer, je sais pas moi, c'est sa vision du monde. Par exemple, moi, vous connaissez mon travail, je photographie les modèles très souvent au grand angle, au 17 ou au 16 mm, je me place au sol, je mets un angle de champ d'environ 15 degrés pour déformer la perspective, et je fais des modèles avec des jambes très longues. Voilà. Il est évident qu'en vrai, aucun être humain sur cette planète n'a des jambes de cette longueur. La longueur que je présente moi dans mes images, c'est des pieds à la taille, 2 fois la longueur de la taille au sommet de la tête. En réalité, dans la conformation normale d'un corps humain, la longueur du pied à la taille est approximativement la même que de la taille au sommet du crâne. Et en fait, qu'est-ce que je fais ? Moi, je montre ma façon
de voir les femmes et surtout ma façon de montrer leur puissance et leur grandeur. Voilà. Mais donc c'est un choix photographique et c'est surtout une intention artistique. Et donc je révèle ma façon de montrer les choses. C'est pour ça qu'on va employer ce terme désormais entre nous. On ne prend pas des photos. On prend des gens en otage. On prend, je sais pas moi, on prend des pions aux échecs. Mais on ne prend pas de photos. Une photo, soit c'est l'appareil photo qui, par le biais d'un algorithme et plein de choix qui ont été définis par le constructeur, va présenter les choses d'une certaine manière, soit c'est vous qui, par le choix du réglage de votre appareil photo, du placement où vous allez vous placer, etc., vous allez montrer les choses de votre point de vue. Donc, on ne prend pas des photos, on les réalise, on les fabrique, on les construit, on crée une photographie. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'était une longue chronique. Mais pensez-y la prochaine fois que vous allez regarder la photo sur votre passeport ou votre permis de conduire. Et n'oubliez pas qu'aux yeux des autorités, cette photo vous représente. Et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vous sur la photo? En réalité, c'est une façon de vous montrer. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous êtes des êtres changeants en 3 dimensions. Selon l'angle de votre visage, eh bien, vous n'avez pas la même forme de visage que ce qu'on présente quand on vous présente complètement de face. Et puis en plus, les choix d'éclairage, les choix de mise en place, et puis vos choix réels. Vous avez remarqué, bon, moi j'ai les cheveux longs, et quand je vais me faire photographier pour un permis de conduire, là, on me demande de mettre les cheveux bien sur les côtés, comme ça. On me demande d'enlever mes boucles d'oreilles, on me demande de ne pas me maquiller, etc., etc. En fait, moi, dans ma vie réelle, j'ai les cheveux longs, donc j'ai les cheveux comme ça. Voilà, excusez-moi. Voilà. J'ai les cheveux comme ça, j'ai des boucles d'oreilles, je me maquille, et donc voilà, donc je ne ressemble pas à la photo de ma carte d'identité. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ça vous a fait réfléchir un petit peu, que ça vous a donné envie de continuer à regarder mes vidéos et de les partager, parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux sur le web à parler de la photo de cette manière-là. Et puis voilà, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions, à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. À très vite les amis. Ciao.